Vous convaincre, votre rendez-vous en direct jusqu'à 21 h. On a 4 personnalités, 4 points de vue et 90 secondes chrono pour convaincre. Ce soir, le docteur Ludovic Toro avec nous. Il faut reconfiner tout de suite. Maintenant, seule solution pour casser la contamination. L'écologiste Claire Lejeune, assez de pipeaux sur l'écologie, Monsieur le Président. Nous voulons des actes. Christophe Barbier, coup de gueule, variant du virus à Marseille. Mais les habitants et la classe politique ont-ils véritablement montré l'exemple? Julie Graziani, éditorialiste contre la censure dont le président Trump a été victime sur les réseaux sociaux. 4 points de vue qui va vous convaincre. C'est parti, on va commencer avec le docteur Toro. Avant de lui donner la parole et de déclencher le chrono des 90 secondes, on va réécouter le professeur Gilles Pialou ce matin sur RMC BFM TV. Quand il entend le mot reconfinement, il acquiesce. Il n'y a peut-être que ça comme solution. Sur le plan sanitaire, c'est inévitable. Ce qui sera en discussion sur le plan sanitaire, c'est son intensité en matière territoriale et la date de décision. Et pour l'instant, on n'arrive pas à faire sans ce virus. Donc il faut faire avec des mesures qui permettent de freiner sa circulation et d'éviter les marqueurs de remplissage de l'hôpital public. Docteur Toro qui va maintenant nous convaincre que le confinement ou le reconfinement est inévitable et qu'il n'y a que ça comme solution. On déclenche le chrono, 90 secondes. Docteur, vous avez la main. Ça va pas être facile, je le sais, et pourtant je pense que c'est indispensable. D'ailleurs, on nous a un peu préparé à ça depuis quelques jours en mettant en rouge de plus en plus de départements. Le premier confinement, on l'a fait pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de lits de réa occupés et parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient touchés. J'ai repris les chiffres du 17 mars. Il y avait 2759 personnes hospitalisées au premier confinement. Il y en a 24 000 aujourd'hui. Au premier confinement, il y avait 700 personnes en réa. Il y en a 2620. Okay, donc aujourd'hui, tous les chiffres sont clairs. Ça monte. Les lits de réa en Bourgogne-Franche-Comté, on a 84% des lits de réa qui sont occupés. Il nous reste quoi? À tout casser, 15% pour absorber les autres réanimations. Ça y est, nous y sommes. Et on n'a pas encore la vague qui va venir, on voit bien dans certaines régions, de cette nouvelle variante du Covid. D'accord? Donc aujourd'hui, on nous dit, voilà, on fait de 18 à 16 heures, bientôt on va faire de 20 heures à 18 heures, bientôt 18 heures à 16 heures, de 16 heures à 14 heures, c'est fini. Aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est que le moins de morts, et surtout, regardez bien ce qui se passe en Angleterre. À Londres, c'est clair. Les médecins nous disent, on va faire un tri très bientôt sur les personnes qu'on mettra en réanimation ou pas. Au début de cette pandémie, en février-mars, on nous disait, la Chine c'est loin, l'Italie c'est loin, nous on ne sera pas pareil. Ça a été la même chose. Les pays à côté des nôtres, qui soient la Grande-Bretagne avec ses taux qui sont hyper élevés, l'Allemagne à côté et tous les autres pays confinent de plus en plus. On va faire encore, on va attendre. Attendre pourquoi? Pour calmer certains? Pour attendre que vraiment les lits soient à 100%? Et que là, on ne pourra plus accepter personne. Non, il faut un peu avoir du courage, d'accord? Et du courage, c'est prendre des décisions. On n'en a pas eu assez jusqu'à présent. Il faut prendre ces décisions sanitaires. Oh, bah là, la discussion est lancée. Alors, on confine tout de suite, oui ou non? Je pense que la question, c'est avant tout comment on présente les choses. Le souci jusque-là, c'est que les mesures ont été très peu claires, très mal expliquées et du coup très peu comprises. Je pense que on arrive à une situation où, quelle que soit la décision, il faut réellement qu'il y ait ce travail d'explication. Donc sur un couvre-feu à 18 h, moi j'ai très peur d'une incompréhension totale. C'est l'option qui serait sur la table, hein, celle oui. du couvre-feu à 18 h, tandis que vous dites c'est confinement et puis terminares, quoi. Mais elle est inaudible et elle est incompréhensible pour beaucoup de personnes. Et peut-être qu'un reconfinement, où on dit, en attendant que la stratégie vaccinale se mette en place réellement, on reconfine, peut-être que ce serait plus audible que d'avancer comme ça. C'est clair, quand vous dites on tire le rideau et plus personne ne circule, ça au moins. L'OMS vient de dire quelque chose, est-ce que vous avez entendu? Il n'y aura pas l'immunité collective en 2021. L'OMS vient de le dire, d'accord? Donc c'est clair, ils nous l'ont annoncé. Donc maintenant, soit on continue à compter les morts comme on le fait jusqu'à présent, soit on nous prépare à un confinement dans 15 ou 20 jours, mais il arrivera. Je veux dire, on n'est pas différent de l'Italie, on n'est pas différent de l'Allemagne, et on est encore moins différent de l'Angleterre qui a ce variant sur son sol. C'est-à-dire que par rapport à 2020, en 2021, on a un virus encore plus contagieux, et là déjà, on clignote en rouge. Il y a Pialou, il y a Axel Kahn qui nous dit il faut fermer.
Bah écoutez, moi, c'est peut-être dur à faire et je le comprends, d'accord. Mais à un moment, il faut savoir prendre des responsabilités en termes de soins, en termes de santé. Celle-ci est celle que je préconise. Julie Graziani. Oui, mais Ludovic, c'est vrai que là, vous avez développé que le volet sanitaire, purement, sans faire rentrer dans votre équation le paramètre économique. Moi, j'ai toujours dit que le deuxième confinement était un abus de langage, parce qu'en réalité, il n'y a eu qu'un seul confinement depuis le début, celui où on restait vraiment chez soi. À partir du moment où on travaillait tous jusqu'à 18 ou 20 heures, ça n'était pas stricto sensu un confinement. Et la raison pour laquelle ils n'y sont pas allés, tout en baptisant ces mesures de confinement, sans doute pour donner raison à des gens comme vous, en leur donnant un os à ronger, si je puis m'exprimer ainsi, mais ça ne vous a pas trompé et vous n'avez pas été dupe, c'est peut-être tout simplement qu'ils n'en ont pas les moyens et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire passer la récession de 11% où elle est actuellement à, que sais-je, 22%, de faire passer le chômage de plus 2% à plus 5%, et ainsi de suite, et de faire exploser la dette encore plus. Et si encore c'était une dette qui s'accompagnait de richesse à terme, mais c'est une dette qui précède, on le craint, le tsunami des faillites et des défaillances. Vous avez raison, il y a une petite modification par rapport à 2020, c'est que là on peut voir la fin du tunnel grâce à la vaccination. On n'est pas dans le même concept. Là il y a une vaccination qu'on n'avait absolument pas et pas de solution en 2020. Mais je vous rappelle encore, si notre pays fait, comme en Angleterre, du choix sur les patients qui vont en réa et qui ne vont pas en réa, après on en reparlera. Parce que si on prend des critères, parce qu'on va le faire, hein, à 84%, là c'est bientôt, c'est fini, 84%, dans 2 semaines, les lits de réa, on va les transférer. Toute la France sera touchée. Vous avez bien que ce variant est partout. Donc à un moment, il y a un courage. Je sais que ça nous coûte beaucoup. Je sais que d'une façon sociétale, c'est pas tenable. D'un côté budgétaire et économique, c'est pas tenable. Néanmoins, d'un côté médical, parce que là, enfin, on peut voir peut-être la bout du tunnel, et peut-être qu'on en parlera un autre jour, si on met cette vaccination très rapidement en place, comme les autres pays. Il faut mener les deux de pair, selon vous, c'est on pique et on ferme. Voilà c'est le slogan du docteur Taureau ce soir, c'est on pique, on ferme. On ferme et on pique. On sauve des gens et on les vaccine. On sauve et on vaccine. Et on continue bien sûr les distanciations et on continue à traquer les nouveaux variants parce qu'il y a un nouveau variant qui vient d'arriver au Japon encore une fois, d'accord ? Et qui vient du Brésil apparemment. Voilà. Mais plus longtemps on va garder ce virus sur notre territoire et plus il va muter. Et qu'est-ce qu'il faudrait pour, je sais pas, doubler la capacité de ces lits de réanimation ? Finalement, on a eu 6 à 8 mois de répit. Est-ce qu'on n'aurait pas pu les mettre à profit pour doubler cette capacité et avec quels moyens ? Vous avez raison parce qu'en fait la problématique c'est juste l'occupation des lits de réa. C'est-à-dire pas pouvoir avoir ce choix qui est terrible dans une société comme la nôtre, 6e puissance mondiale. Aujourd'hui, le président de l'Église avait annoncé plus 4000 lits. Oui, on peut mettre des respirateurs et ce que vous voulez, mais les gens sautent pas tout seuls et ne font pas de la ventilation tout seuls. Il n'y a pas de personnel médical. Donc vous mettriez des chambres, mais ces chambres seront vides, d'accord ? Donc on ne fait pas comme ça 4000 lits de réa. On est resté sur les 6000 un peu plus, voilà, on fait ce qu'on a, et dans les années futures, on en fera un peu plus. Christophe Barbier. Moi je suis farouchement opposé au confinement général, total de la population. Pas seulement pour les raisons économiques qui sont tout à fait valables, et notre pays va très mal, et le pire est devant lui, mais aussi parce que le confinement, c'est un désastre sanitaire. On voit les déséquilibres psychiques que ça crée chez les enfants qui sont désocialisés ou déscolarisés. On voit les violences conjugales qui ont augmenté. Stop! Il faut arrêter avec ce genre de remède qui est un remède qui est inadapté. Je pense que on peut tout à fait arriver à lutter contre cette nouvelle phase de l'épidémie sans avoir recours à ce confinement général et total qui me semble funeste. Je propose 2 solutions. La première solution, c'est de confiner là où ça décolle gravement, là où l'incendie repart, avec une sorte de cordon sanitaire qu'on tresserait autour des villes ou des départements les plus farouchement touchés. On l'a fait avec Mayenne et Laval cet été. Ça a plutôt fonctionné. Commençons par ça. Si après ça ne suffit pas, on verra s'il faut élargir. Deuxièmement, vous l'avez dit, ce qu'il faut, c'est que les lits de réanimation ne soient pas débordés pour qu'on n'ait pas de tri de malades à faire. Qui va en réanimation ? Ceux qui font des formes graves. Qui fait des formes graves ? Ceux qui ont des comorbidités, un âge élevé ou du surpoids. Et donc, si on doit confiner cette population-là, uniquement, et pas les jeunes qui vont à l'école ou les jeunes qui travaillent, les actifs qui doivent redresser le pays. Alors Axel Kahn me dit, on l'a fait, ça marche pas. Regardez le premier confinement, dans les EHPAD, ils étaient bien confinés, les plus âgés. Ils ont quand même été touchés durement par la maladie. Oui, sauf qu'à l'époque, on n'avait ni masque, ni test. Là, on a la capacité de confiner chez elles les personnes à risque, de leur porter assistance avec des gens qui auront été testés, donc qui ne feront pas rentrer le virus dans les appartements, et bien sûr, ces gens-là confinés, du fait de leur âge ou de leur risque, les vacciner le plus vite possible. Parce que nous ne parlerions pas aujourd'hui d'un confinement à rétablir si on avait déjà vacciné la population. Alors le vaccin est arrivé un peu tard, mais on est à 100 000, 600 000 en Allemagne.
pratiquement toute la population dans quelques semaines en Israël. Donc notre échec de la vaccination ne doit pas nous amener à ce confinement général et total. Claire Lejeune. Oui, quelle que soit la mesure, je pense que maintenant, les formules qui s'appliquent comme ça, de manière verticale et centralisée à l'ensemble du territoire, il faut clairement les mettre derrière nous. Les autres pays, on a bien vu que c'est là où il y a eu la gestion la plus démocratique en coopération fine avec les territoires justement et avec les élus locaux que ça a le mieux marché. Donc ça, il faut mettre, parce qu'il faut prendre en compte aussi effectivement l'impact sanitaire global, prendre la santé comme un tout, et notamment pour les étudiants, les confinements sont une catastrophe. On l'a vu avec le suicide d'un étudiant pas plus tard que ce week-end. Et également, je pense qu'il y a d'autres formules qui sont possibles. On a évoqué aussi l'idée d'avoir des rythmes en fait, entre des groupes de population qui permettraient de déplacer un peu les moments où on s'entrecroise. Donc je pense qu'il y a beaucoup de pistes qu'on peut explorer et qu'il faut juste sortir de cette tendance qu'on a eue de centraliser sans cesse les décisions. Et je rajouterai, le souci c'est que ces mesures-là, à chaque fois, j'ai l'impression qu'on paie du coup pour la désorganisation, pour l'absence de vision stratégique. On l'a vu avec les masques et on le voit à nouveau avec la stratégie vaccinale qui a pris du retard et du coup, on est obligé de passer sur des mesures qui sont beaucoup plus lourdes et psychologiquement, physiquement à gérer pour la population. Alors, si je modifie un peu la question, est-ce que vous seriez d'accord pour un confinement total localisé, d'après Oui. Oui, donc ça on peut modifier. Là où ça fait. Avec interdiction de sortir et de rentrer, c'est vraiment un vrai cordon sanitaire. Tout à fait, un cordon sanitaire. Maintenant, j'entends bien ce que vous dites. Faut voir comment on le fait respecter dans ces cas-là. Après, oui, pas mais simple, hein. vous avez totalement raison. C'est ce qu'on fait plus ou moins aujourd'hui, puisque vous avez vu que les départements, on descend à 18h un peu plus. Moi, si vous validez un confinement lié aux chiffres qui arrivent en lit de réanimation, total sur une région, comme les régions que vous avez, ça me va très bien. Et peu à peu, si ça augmente, on continuera. Le confinement général sera un lieu où il y a beaucoup. Maintenant, je reviens à ce que vous dites. Attention, moi je parle de personnes qu'on pourrait refuser dans des lits de réa. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Préparons-nous alors à ça et dites-nous qu'on a le droit de mourir et qu'on a le droit de faire un tri. Mais attention à ça, on n'est pas prêt dans notre pays à faire ça. C'est très compliqué d'échanger, si j'ose dire, des morts contre des morts. Mais à long terme, combien de gens vont mourir de cancers qui n'ont pas été détectés, de dépression, de chômage Est-ce qu'on n'est pas en train de tuer dans l'avenir plus de gens qu'on ne va en sauver Et parmi ces gens dont vous dites, si on les trie, ils vont mourir, combien vont être privés de 1 mois, 2 mois, 1 an de vie, et non pas de 10 ou 20 ans de vie. Mais c'est un arbitrage infernal. Non. Vous avez totalement raison. C'est parce que notre système de santé ne marche pas très bien qu'on en est là à réfléchir à ces choses-là. Mais moi, ce que je vous dis, si vous êtes d'accord pour un confinement qui s'appuie sur des chiffres, avec un taux de réanimation qui est à 100%, et là, on ne va pas s'amuser à transférer, parce que toutes les régions sont touchées, le variant est partout dans toutes les régions. Moi, ça me va bien. Ok, le docteur Taureau qui prenait un reconfinement national, total et immédiat. C'est le moment de poser la question, voir s'il vous a convaincu ou non. Christophe Barbier. Sur sa première proposition, non, mais on est déjà dans la voie d'un compromis. Donc c'est un oui, vous le validez comme un oui. Non, je valide comme un non. Non, c'est votre postulat de départ, c'est confinement total national et maintenant. Bah ça y est, Taureau, il change les ordonnances au fur et à mesure. Claire Lejeune. Moi c'est pareil, sur la première proposition, plutôt non. Je vais quitter le plateau, mais, donc encore un non. Mais la proposition affinée, on peut Julie commencer à Graziani. parler. Non, moi j'ai plutôt été convaincue par la proposition de Christophe. Qui et donc pas par celle du docteur Taureau. 2,5, ça me fait un point. Ça fait 3 non. Mais c'est qu'il faut ménager la chèvre de la sécurité sanitaire avec le chou du secteur économique. Et, vous voyez, tristement, on est tous contre une proposition qui sera peut-être dans 15 jours imposée par le gouvernement. C'est vous dire la situation dans laquelle on est. Mais on valide quand même un confinement par région, dans un endroit où il y a une tension énorme sur les lits de réa. Mais sur le confinement national total et immédiat, c'est non, docteur Taureau. Et ce qui est à l'étude, selon les informations de BFM TV, ce serait plutôt un couvre-feu national à partir de 18h. On verra comment on avance dans les heures à venir. Deuxième proposition, maintenant avec Claire Lejeune, qui est co-secrétaire fédérale des Jeunes Écolos. Non, simplement militante écologiste. Militante écologiste, pardon, d'accord. Quitté mon mandat en septembre. Aujourd'hui, on a une trentaine de personnalités qui sont intervenues en visioconférence pour alerter sur la biodiversité en danger. On a vu un tweet apparaître, celui du président de la République, Emmanuel Macron. Regardez, 1 million d'espèces s'éteindront si nous n'agissons pas, dit le président de la République. Macron écolo, que des mots, Claire Lejeune.
Alors oui, on se dit qu'il a dû prendre en note finalement le discours d'une des ONG qui sont intervenues lors du One Planet Summit. Vous savez, ces ONG qui depuis des décennies maintenant nous alertent sur l'urgence climatique. Il ne s'est pas trop rendu compte que ce message lui était destiné directement à lui, décideur politique, à lui, chef d'État, à lui dont le rôle n'est pas de tweeter pour alerter, mais bien d'agir, de gouverner. C'est d'ailleurs devenu un peu une constante dans la posture de Macron, un grand écart finalement entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et sur l'écologie, c'est flagrant entre le Make Our Planet Great Again et la réalité du bilan écologique de son gouvernement. Et c'est flagrant aussi sur le projet de loi issu de la Convention citoyenne pour le climat. Beaucoup de lyrisme empoulé. On nous y parle, je cite, d'une transformation sans précédent dans l'histoire de notre pays. Rien que ça. Mais c'est finalement assez vide du point de vue des avancées concrètes qu'on espérait y trouver. Donc on est face à une crise écologique d'ampleur, mais on est aussi face à une crise de la parole politique. À un moment, elle perd son essence, qui est bien d'être performative, c'est-à-dire non de commenter, de s'émouvoir du réel, mais bien de le transformer très concrètement. Donc, pour le climat et la biodiversité, on attend toujours, indéfiniment, des vrais actes. Et pas du théâtre. Elle a terminé en avance de 15 secondes. Elle a raison, Macron, que des mots? C'est du pipeau? L'écolo Macron? Mais moi, je ferais remarquer à Claire que l'écologie, c'est en grande partie que des mots. J'aime bien l'expression lyrisme empoulé, mais j'ai un peu envie de vous la retourner, parce que quand on écoute les écologistes parler, c'est aussi beaucoup de lyrisme empoulé. Et ça me fait rire, parce que moi, ça m'a fait penser avant tout à Greta Thunberg, bien plus qu'à Emmanuel Macron, avec son fameux « How dare you ». Alors, se confronter aux actes et aux faits, allons-y certainement, mais quoi, comment? On a l'impression que les écologistes ne sont jamais contents, jamais satisfaits. Ils veulent qu'on parle d'écologie et quand les politiques en parlent, on leur fait le procès de mal en parler, de ne pas assez en parler ou de ne faire qu'en parler ou de ne pas être sincères ou authentiques dans leurs engagements. Qu'est-ce qu'il faudrait pour vous convaincre? Alors, par exemple, en fait, je pense que le souci, c'est que les écologistes n'ont pas été assez au pouvoir pour mettre en acte justement tout ce beau lyrisme empoulé qu'on Graziani a des plaques qui sortent quand elle entend les écologistes au pouvoir. Mais... voilà, mais je n'en prendrais peut-être dans l'autre sens. S'ils n'ont pas encore eu accès au pouvoir, c'est peut-être que globalement, la population a réalisé qu'ils n'étaient pas disposés à l'exercer et qu'ils n'étaient pas disposés au compromis inévitable qui résulte de l'exercice du pouvoir et qui suppose qu'on en rabatte un peu sur l'idéologie. Sans parler de l'idéologie écologiste et donc de l'écologie organisée en force politique, on peut aussi prendre l'avis des 150 citoyens qui ont travaillé sur la Convention citoyenne et qui ont sorti un socle de mesures qui est très proche en fait de ce que les écologistes racontent depuis des décennies. Et là, le gouvernement avait la possibilité, comme il s'était engagé à le faire, de le transmettre sans filtre au Parlement, ce qu'il n'a pas fait. Il a choisi de le diluer dans un projet de loi qui finalement le vide de sa substance, alors que ce n'était pas que des mots, ces mesures-là. C'était des choses extrêmement concrètes qui nécessitaient de transformer un peu, de chambouler un peu les choses, mais qui allaient clairement dans le bon sens. Un peu de courage. Macron, écolo, que des mots, Christophe Barbier? Non, je vous trouve très sévère. Vous avez employé l'expression « c'est assez vide ». Assez vide, moi je l'entends un peu plein. Il y a quand même quelque chose. C'est le dilemme toujours du verre à moitié vide ou à moitié plein. Jacques Chirac, la maison brûle, tout le monde s'en souvient. Mais derrière, bon, dans la charte de l'environnement, dans la Constitution rattachée, c'était pas grand-chose. On a fait un peu mieux avec Sarkozy, le Grenelle de l'environnement. Mais la montagne a un peu accouché d'une souris. Ensuite, avec François Hollande, on a eu quand même la COP21, on a eu Paris 2015. C'était quelque chose de plus, même si nationalement et internationalement, on est en deçà des ambitions. Et avec Emmanuel Macron, on franchit pour moi encore une marche vers ce qui est possible d'être fait, même si ce n'est évidemment ni suffisant, ni idéal. Sur la rénovation des bâtiments, sur la disparition des petits ustensiles en plastique, sur certaines propositions de la Convention citoyenne, l'existence même de cette Convention citoyenne. La sortie du glyphosate. Tout n'est pas à jeter. La sortie du glyphosate, même si le calendrier est étalé. Les néonicotinoïdes, même si les betteraviers, il faut comprendre leurs difficultés. Je pense que il ne faut pas être trop dans l'idéalisme et la volonté d'être à 100% des objectifs, sinon on finit par avoir un effet découragement. Alors c'est pas pour ça qu'il faut que vous, les militants, non mais il y a l'intention et l'action. Contentiez de cela. L'intention et l'action. Est-ce qu'il a la main verte, Macron? Alors, je pense que son intention est réelle, que sa sincérité est réelle quand il veut agir sur la biodiversité, sauver la COP 2021 en tordant le bras de Donald Trump, et que derrière la réelle politique, le poids des réalités,
Et certains calculs électoraux l'amènent évidemment à raboter un petit peu les angles. Par exemple, sur la Convention citoyenne, elle s'est tenue. C'est un progrès démocratique incroyable. Il avait dit sans filtre. Oui, il l'a transmis sans filtre, sauf ces 3 ou 4 jokers, vers le Parlement, c'est-à-dire vers la démocratie participative, qui, elle, à partir de là, prend le relais. Sur les véhicules, par exemple, on a accepté de surtaxer les véhicules, mais la représentation parlementaire a diminué le poids des véhicules concernés. Donc évidemment, la mesure est amoindrie dans son impact, mais elle n'est pas non plus nulle. Et elle habitue les Français au fait qu'avoir un véhicule lourd et polluant, ça se paye. Et ça se paiera de plus en plus. Je pense que pour ça, son bilan mérite d'être sauvé, en tout cas d'avoir une sorte d'absolution de votre part. Surtout, ne baissez pas la garde, maintenez l'exigence, parce que c'est parce que vous maintenez un horizon vert ambitieux que derrière tous les candidats, mais ils sont impatients. Vous devez vous-même rappeler que ça faisait 12 ans qu'on a alerté. Et puis surtout, dernier point surtout, battez-vous pour qu'il y ait un candidat écologiste à la présidentielle, parce que quand on abandonne cette élection, comme vous l'avez fait en 2017 en cédant à Benoît Hamon, eh bien, vous disparaissez de cette ambition. Mettez Yannick Jadot, il plaira aux Français, il aura des exigences très élevées, mais aussi le sens quand même des réalités. Alors attendez, parce qu'on n'a pas entendu le docteur Taureau. Macron écolo, que des mots, défend Claire Lejeune, oui ou non? Oui, je vais être un peu dur comme au début. Bien sûr que c'est que des mots. Il y a urgence. Moi, je vais vous parler du côté sanitaire. Il y a urgence. On se fait des COP les unes derrière les autres pour dire que la précédente, on la respecte. On est à la 26, là, c'est ça? Oui, mais c'est des COP, attendez, qui servent absolument à rien. Comme tous les rapports qu'on fait. On fait des PCAET, des rapports partout, ils font 500 pages dans toutes les collectivités. Il n'y a rien de mis en place. La neutralité carbone, nous ne l'aurons pas en 2050, d'accord? Et je suis désolé de le dire, il faut accélérer les choses. Les services sont pleins en pédiatrie, en pneumologie, en cancérologie, à cause de tous les polluants qu'on arrive. Je suis d'accord, peut-être que ça bouge, mais ça bouge dans les mots, mais pas dans les faits. Pas dans les faits. Les chiffres ne sont pas bons en termes de pollution et tout ce qui va avec. Si l'État est d'ailleurs condamné, enfin menace d'être condamné. Oui, mais de toute façon, l'Europe avait condamné la France bien avant parce qu'on n'avançait pas sur tout. Il est temps d'avancer. Mais le citoyen, parce que, excusez-moi, c'est pas pour vous attaquer, mais l'écologie n'est pas un parti. L'écologie, ça nous appartient, c'est notre santé, c'est l'environnement. Vous en faites un parti, c'est parfait, comme moi j'appartiens à un parti aussi, ça ne me pose aucun problème. Mais l'écologie, c'est la santé de nos enfants. Et ça ne va pas assez vite. On est les premiers à le dire que le parti. Oui, mais nous le disons aussi, vous savez, tous les partis politiques disent l'écologie. On a dû se constituer en parti parce que en fait, l'écologie n'était pas dans le champ politique. L'écologie est dans le champ politique depuis très peu de temps, mais en fait, sur le fond. Excusez-moi de vous dire ça, mais l'efficacité, on peut la regarder, elle n'est pas exceptionnelle. Maintenant que le président de la République dit que je veux faire mieux les animaux, faut pas les tuer. Attendez, c'est lui qui est en charge, c'est lui qui a le pouvoir, c'est pas moi et c'est pas vous. Donc maintenant qu'ils sortent des vraies actions qui seront très dures. Comme les autres ZFE qu'on a mis pour diminuer les critères 5. C'est très dur à faire. C'est plus que très dur. C'est que c'est souvent contradictoire les unes avec les autres. Et c'est ça, il me semble, que les écologistes répugnent à voir et à assumer. Je prends un exemple. J'ai changé récemment ma voiture. J'ai pris une voiture électrique. Vous allez me dire bravo, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que dans ma batterie, il y a du lithium, il y a du cadmium, et je pense que les terres, du nickel ou que sais-je, j'y connais rien, mais que les terres dans lesquelles on exploite ces minerais rares nécessaires à ma batterie et à ce que à Paris, il y ait moins de pollution au carbone, ces terres-là, elles doivent pas être en très bon état là où les matériaux sont produits. Et je ne peux pas m'empêcher aussi de me dire que c'est quand même dommage peut-être d'avoir jeté à la poubelle ou à la casse mon véhicule thermique qui finalement aurait remarché moyennant 2 ou 3 réparations et que ça fait des déchets en plus. Et en fait, j'ai toujours le sentiment qu'on remplace une pollution par une autre. On crée un trou pour en vider un autre et c'est ça qu'on ne veut pas avouer. Ouais, alors je pense qu'on arrive vraiment à un moment où les petits pas sont en fait des reculs et où ça devient urgent d'avoir au pouvoir une vision de l'écologie systémique. Et c'est pour les raisons que vous venez d'évoquer là. C'est-à-dire que c'est pas des questions de consommation individuelle. Et en fait, si on le prend comme ça, il va y avoir des blocages. Effectivement, quand on change un véhicule et qu'on a des interrogations sur est-ce que en fait c'est mieux ou pas, la question c'est d'avoir un aménagement du territoire différent. La question c'est d'avoir une approche de la mobilité et des transports différents. Et ça, c'est pas la responsabilité du citoyen individuel. Ça va être la responsabilité d'un pouvoir qu'on met en place et qui change le système dans son ensemble pour que ça devienne pas une lutte du quotidien de vivre de façon compatible avec les limites planétaires. Oui, et c'est là où c'est moi qui renacle, c'est que pour mettre en place un tel système, et vous avez raison, je pense que c'est dans la logique écologique et c'est indispensable pour les raisons qu'on a évoquées, mais il faut un pouvoir qui soit extrêmement autoritaire et liberticide, je crains. Ouais. Postulat de Claire Lejeune, Macron écolo, que des mots. Voyons ce que vous en pensez. Convaincu, elle a raison ou pas? Non, je l'ai assez dit. Je suis pas rancunier, oui.
Non, même si je suis d'accord, il faut passer au systémique, même si je crains toujours que le systémique porte de l'idéologique. Ce qui menace l'écologie, c'est trop d'idéologie d'un côté ou trop de compromissions pragmatiques de l'autre. Macron est clairement du côté des compromissions excessives, donc je lui donne pas un blanc-seing ou un vert-seing, mais je pense que ce ne sont pas que des mots, il y a quand même des actes dans ce qu'il a fait. Mais à lui de monter la barre, sinon il sera battu à la présidentielle parce que votre électorat, notamment les jeunes, ne le suivra plus. On va revenir au Covid maintenant avec vous. Mais si, Taureau, oui, bien sûr qu'il a donné son avis. Il a dit que il était en face, convaincu. Parce que dans l'Orient, on n'a pas entendu Taureau. Si, ça a été clair, net et précis. Il a dit oui à ce qu'a dit Claire Lejeune. Je ne sais pas si ça marche parce que je ne suis pas rancunier. Non, il faut vraiment être convaincu normalement. Non, mais je suis convaincu. Avec ce qu'il voit à l'hôpital, bien sûr. Mais j'ai aimé votre réponse quand vous disiez moitié-moitié. Ça fait 2 fois que c'est du moitié-moitié. Non, mais voilà. Après, il faut choisir sa moitié. Mais moi, le systémique est une nécessité. C'est pour ça que je suis du côté Nicolas Hulot. Je pense qu'il avait bien théorisé cela. Mais quand on a le systémique qui arrive au pouvoir, parfois on a l'idéologie qui s'en mêle. Et ça, c'est une partie du problème de vos leaders. On va revenir au Covid, aux variants à Marseille. Et une élue qui accuse l'État, elle s'appelle Samia Ghali. Je dis que c'est ce qui s'est passé à Marseille, en tout cas cette fois-ci, avec ce Covid variant. Oui, c'est la faute de l'État parce que les frontières n'ont pas été, on n'a pas été assez prudent sur nos frontières. Je le dis clairement, oui, j'assume ce que je dis parce que c'est une réalité. En tout cas, on ne fait pas ce qu'ont fait les autres pays. Et c'est maintenant les 90 secondes de Christophe Barbier pour nous convaincre qu'à Marseille, les élus ne sont pas à la hauteur. Les élus ne sont pas à la hauteur, mais il faut que je m'adresse d'abord aux Marseillais, à nos amis marseillais. On vous aime, on aime votre caractère fantasque, on aime votre générosité, on aime votre façon de ne rien faire comme tout le monde. Néanmoins, vous devez reconnaître que dans cette affaire d'épidémie, vous avez manqué de discipline. 2 témoignages, le mien, j'y suis allé 4 fois cet été, j'ai bien vu que sur le Vieux-Port, dans les rues, les gestes barrières, c'était quand même pas ça. Et un autre, plus récent et insoupçonnable, celui de Nora Hamadi sur ce plateau, une autre journaliste qui aime Marseille, qui est marseillaise et qui dans le métro pendant les fêtes de fin d'année a vu que vous ne portiez pas tous le masque. Donc d'abord, les Marseillais doivent se ressaisir et être plus disciplinés. Ensuite, alors là, je suis plus sévère, les élus marseillais qui viennent nous dire à chaque fois que quand il y a un problème, c'est la faute de Paris, qu'ils sont victimes. Nous sommes punis, disait cet après-midi sur BFM TV Stéphane Ravier, représentant du Rassemblement national, punis parce que nous avons été bons élèves, nous faisions des tests, nous étions avec le professeur Raoult, et donc voilà, Paris voudrait punir Marseille. Samia Ghali, ce qui arrive, c'est la faute de Paris. Avant l'été, on avait aussi ces élus qui se rassemblaient derrière Raoult pour dire « Ah, si on nous laissait faire, ça irait mieux. Paris empêche Marseille de sauver Marseille et peut-être la France. » On a vu Martine Vassal et Michel Rubirola poser pour la photo à côté de Didier Raoult. On sait que Didier Raoult s'est trompé dans ses analyses, même si sa générosité de médecin qui soigne n'est pas à mettre en doute. Pour tout cela, élus marseillais, arrêtez démagogiquement de suivre le peuple marseillais. Soyez plus responsables. Ludovic Taureau. Alors plutôt que Marseille arrête ton cinéma, je dirais Samia Ghali arrête ton cinéma. Elle n'est pas toute seule. Hein. Non, mais d'accord, mais comme c'est elle qu'on vient d'entendre, couper les frontières, tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Les virus, ils passeraient, on ne peut pas couper les frontières, on le sait très bien, d'accord. Maintenant, c'est vrai, ce qu'ils ont fait à Marseille n'est pas si mal. Hein, je veux dire, c'est pas si mal d'aider en fait l'ARS et l'État à gérer une crise locale parce qu'on s'est rendu compte que le variant est présent, d'accord. On s'est rendu compte qu'il y en a. Aller chercher dans les égouts les eaux usées pour les chercher, c'est une super idée qu'on aurait dû mettre en place partout parce que quand ça augmente un peu avant, ça veut dire que ça va augmenter après. Maintenant, il faut que ça rentre. D'ailleurs, en région Île-de-France, on l'a fait et il y a beaucoup de cas et ça a augmenté. Ce qu'ils font n'est pas mal, mais la communication est très mauvaise. En voulant tout ça, accuser l'État, accuser les autres, on travaille ensemble. On n'est pas. Alors, s'ils veulent peut-être faire passer le coup du premier maire adjoint, c'est peut-être ça aussi. On va reprendre un peu de trucs. On ne sait jamais. Vous savez, les politiques. Mais là, Christophe Barbier va plus loin. Il dit que c'est aussi de la responsabilité de la population, ce qui se passe là aujourd'hui. Oui, mais la population, on lui dit, la population, c'est les élus. C'est eux qui auraient dû aller sur place et faire en sorte qu'ils mettent des masques et des gels. Je suis désolé. Ils la flattent. Mais ils préfèrent flatter leur population. Voilà, l'élu gère la population et les citoyens. Donc quelque part, Samia Ghali se tire une balle dans le pied parce qu'elle a dit j'ai pas été à la hauteur et j'ai pas géré mes citoyens. Et deuxième chose, faut pas aller trop loin. On travaille avec l'État, on fait le mieux. Oui, ils sont un peu à la ramasse, mais c'est pas pour ça qu'on va pas bosser avec et on va les critiquer comme ça. Donc moi, je peux vous dire que voilà, attention, Marseille, je l'enlève. Élu marseillais, attention à votre communication. Arrêtez un peu à faire du buzz, ça ne marche pas, d'accord. Et c'est élu marseillais, arrêtez votre cinéma, quoi, en fait. Voilà, c'est ça.
Ouais. Claire Lejeune. Moi, je ne jugerai pas la population d'une ville entière sur la base de jugements, même de qualité, même s'il y en a 2. Donc vraiment, je pense que en fait, les clusters se forment de manière incontrôlée. On ne sait pas comment ça se passe. Ça peut tomber sur n'importe quelle ville. Là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe à Marseille. Du coup, on tombe tous sur Marseille, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de porter de jugement sur les Marseillais. Vraiment pas. Le souci qu'on a, c'est que entre l'État central et les collectivités, il y a des rapports politiques qui se jouent, alors que, enfin, vraiment politique au sens restreint, alors qu'on a une crise majeure à gérer ensemble. Et on l'a vu aussi sur la passe d'armes entre Anne Hidalgo et Gabriel Attal, qui est, de mon point de vue, pas du tout au niveau de la communication qu'on devrait avoir dans un moment qui est quand même grave et qui concerne la vie de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Donc je pense que, avant tout, il faut regarder ce qu'on fait pragmatiquement et arrêter justement ces phénomènes de polémique, de communication politique, politicienne, et se concentrer sur comment on fait avancer les choses. Oui. Et à Marseille, on y revient toujours à la petite utopie idéologique, écologique. Moi, rien dit. Non, mais je regarde Claire, arrêtez, soyez gentils, aimez-vous les uns les autres. C'est pas une question, c'est une question très pragmatique. Oui. Et ça devrait pas être difficile dans un moment où la situation est aussi grave de se concentrer sur l'essentiel. Je veux dire, c'est la base de la politique, c'est la base de l'engagement politique. Oui, mais seulement la base de la politique, c'est aussi des différences de points de vue, c'est aussi un affrontement pour essayer d'imposer son point de vue, oui, mais à l'autre. Sur la base de choses solides et tangibles, pas sur la base de petites phrases échangées sur Twitter ou autre. Ouais. Donc je pense qu'il y a un besoin de sérieux, de prise de conscience de la gravité de la situation. Et moi, je trouve que les élus locaux à Marseille n'ont pas fait un travail si mauvais. Enfin, comme vous le disiez, il y a eu des vraies démarches mises en place et les choses avancent de manière très concrète. Moi, je suis pas du toujours point de vue... est-il que le variant est là, que ça flambe à Marseille, qu'il faut prendre des décisions fortes aussi à Marseille. Bien sûr, mais la solution n'est pas de tomber ni sur les Marseillais, ni sur les élus locaux. Il faut quand même trouver des responsables sur ce qui se passe localement. On ne peut pas non plus les exonérer les uns les autres de leurs responsabilités. Oui, mais j'en vois pas plus qu'ailleurs. Julie Graziani. Sans être aussi âpre dans la critique que Christophe, il y a indéniablement une singularité marseillaise. Je pense qu'ils ont dû collectivement se dire de bonne foi, mais sans que ce soit forcément avoué ou argumenté, que Marseille tirait mieux son épingle du jeu ou était mieux en capacité de le faire dans la gestion de la crise sanitaire. Pour des raisons historiques, parce que Marseille, c'est pas la première épidémie qu'elle connaît dans son histoire. Les grandes épidémies de peste sont arrivées par Marseille, donc il y a toute cette mémoire collective, et aussi parce que pendant plusieurs mois, ils ont certainement cru qu'ils avaient la solution avec le traitement du professeur Raoult, et pendant toute la phase de médiatisation, l'Institut du professeur Raoult faisait figure de très bon élève dans ses résultats pour la gestion et le soin des patients. Donc, ils le croient encore. Ils ont certainement encore ça, et sans doute, ils ont dû être pris à contre-pied par cette histoire de variance, et pas de chance, c'est tombé chez eux avant tout. Et là, dans cette inadéquation, en fait, entre ce qu'ils pensaient et ce qui leur arrive, il peut y avoir des réactions virulentes. Là, pour le variant marseillais, rappelons que c'est un test négatif qui est arrivé. C'est une personne qui vient de Grande-Bretagne, enfin c'est une famille qui rentre de Grande-Bretagne, les tests sont négatifs. Pas de bol, c'était en incubation et ça se déclenche juste après, quoi. Donc, non, mais je pense plutôt à ce qu'on a vécu aussi avant le deuxième déconfinement. La faute n'a pas de chance, mais aussi la faute à une culture profondément enracinée. C'est très important, la peste du 1720 qui arrive à Marseille. Qu'est-ce qui se passe? Un bateau qu'on décharge alors qu'il y avait des marins malades en quarantaine, mais il faut faire du commerce, on décharge, ça répand la peste. Que décide le régent, parce que Louis XV était trop jeune, en septembre 1720? Il confine Marseille, il fait même un cordon sanitaire avec un mur, un vrai mur, comme Trump voulait faire au Mexique, au niveau du haut de la Provence. Et personne ne passe. Et donc on laisse mourir ces gens-là. Paris laisse mourir Marseille pour protéger le reste de la France. Et je pense que c'est profondément ancré là-bas et que c'est pas OM-PSG seulement le ressentiment Marseille-Paris, c'est aussi cette sensation profonde d'avoir été abandonné à d'autres épidémies plus graves. Mais à l'époque, on ne soignait pas. Aujourd'hui, le confinement local, ça peut être justement la solution, c'est remettre un mur virtuel et faire en sorte qu'on isole un temps donné. Je ne sais pas, sur 7 jours, sur 10 jours, quoi, aussi. Oui, donc, de toute façon, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, on peut faire localement un confinement total. Ça veut dire pas un TGV qui arrive, pas un TGV qui part, les autoroutes bloquées. Pas facile d'expliquer ça à une population sans lui dire vous êtes stigmatisé. Mais oui, mais justement, je trouve sévère quand vous parlez de la population. Vous avez toujours dans la population 10-15%, allez,
on peut monter à 20% de gens comme dans une classe. Vous avez toujours des élèves qui sont turbulents. Eh bien, dans une population, vous avez une partie de la population qui est turbulente aussi. Oui, mais c'est pas le même pourcentage. Vous étiez sûrement très sage, déjà peut-être avec votre écharpe à l'école, mais il y a des turbulents. Et quand on est dans le sud, on est un peu turbulent. C'est pas le même pourcentage de turbulents à Marseille ou à Lille, à Strasbourg ou à Nice. Il y a au sud un tempérament. Et ça leur fait leur charme et leur qualité. Un tempérament qui les amène à ce que vous appelez cette turbulence, cette indiscipline. Heureusement qu'ils sont comme ça. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire face à une épidémie, ça porte à une certaine forme d'inconséquence. Et puis c'est une ville qui est ouverte sur le monde, c'est un hub, c'est ouvert sur la Méditerranée. Et on ne les changera pas, tant mieux. Ils n'ont pas cette culture, en effet, de l'absence d'échange. C'est pas dans l'histoire. Ensuite. Je ne veux pas nier qu'il y a une spécificité marseillaise, mais en fait, je ne sais pas sur quoi vous vous basez pour cette question de tempérament marseillais qui serait plus propice à la répansion d'une pandémie. Parce que justement, un peu de désobéissance, vous voulez dire. Mais c'est pas de la désobéissance, parce que c'est pas un sentiment négatif, c'est on veut vivre dehors, on veut parler aux gens. Comment ça, on peut pas être dans la sociabilité, il faut s'enfermer chez soi. C'est anticulturel chez eux, tout ce qui serait efficace contre l'épidémie. On les oblige à brusquer leur mode de vie beaucoup plus que si vous êtes sur une île bretonne ou dans un centre-ville bourgeois comme Lyon ou Bordeaux, où là, le confinement est un peu moins loin des pratiques de distanciation sociale classiques. Je trouve que là, vous dressez du coup un espèce d'idéal type de ce que serait le Marseillais. Et je trouve qu'on n'est pas loin de la stigmatisation. Non. Surtout pas les stigmatiser, parce que c'est, encore une fois, c'est ce qui fait leur charme et leur qualité. Mais simplement, ce qui fait leur charme et leur qualité les met en danger. Et donc, il faut qu'ils fassent attention, qu'ils brusquent un peu leur nature et leur culture, parce que ça joue pour le virus. Et on en arrive à la fin de notre discussion, voir si le propos de Christophe va dire aux Marseillais, aux élus, arrêtez votre cinéma, vous a convaincu. Docteur Taureau. Marseille, arrête ton cinéma, je ne peux pas adhérer. Je peux pas adhérer. J'irais plutôt continuer à faire ce que vous faites au point de vue de la pandémie, c'est très bien. Et d'ailleurs, j'espère que les autres collectivités pourront le faire. Ça, c'est important parce que c'est pas propre à Marseille. Mais le titre est trop brutal. Les Marseillais, ils y sont pour rien. Par contre, vous m'auriez dit, Samia Ghali, arrête ton cinéma, raconter n'importe quoi. Je vous aurais dit oui. Donc c'est un peu une réponse comme vous faisiez tout à l'heure, moite-moite. Sur le titre, je peux pas adhérer. Oui, moi. Julie Graziani. Oui, pour cette fine description qui est empruntée à la fois à la psychologie et à l'histoire et qui, somme toute, dressait un portrait sans concession mais bien brossé. Non, parce qu'on ne construit pas des politiques publiques responsables sur la base de préjugés psychologisants. Dernière discussion, on va donner la main à Madame Graziani, Julie de son prénom, à propos de Donald Trump. De la censure. Il suffit de regarder le compte de Donald Trump, ce qu'il est devenu, le compte du président des États-Unis. Il n'y a plus de photos de profil. Le compte est suspendu. C'est ce qu'a mis Twitter. 90 secondes pour nous convaincre, Julie Graziani, qu'il s'agit de censure. Top chrono. Il s'agit de censure et c'est bien plus grave que ça. Il s'agit d'une remise en question d'un fondement de notre système d'opposition dans la démocratie. Tout repose chez nous sur la parole. Les controverses sont affaires de langage. On qualifie les faits. Quand il s'agit des pro-Trump, ils marchent sur le Capitole. Quand il s'agit des anti-Trump, ils manifestent devant la Maison-Blanche. Quand il s'agit des uns, ils foulent aux pieds la démocratie et les règles. Quand il s'agit des autres, c'est de la désobéissance civile et c'est légitime. Tout est donc affaire de capacité à s'approprier un discours narratif pour convaincre son auditoire. Si bien que retirer l'usage de la parole par tout média à son adversaire, c'est une attaque non seulement symbolique, mais c'est en fait contre-productif parce que vous le reléguez en dehors du cercle de la raison. Petit 1, vous lui privez l'accès donc au discours. Et que reste-t-il quand vous êtes privé de discours? Il vous reste les coups, il vous reste la violence physique. On dit que les mots sont violents, mais c'est encore pire quand on n'a pas accès aux mots. Petit 2, vous l'humiliez. Et on sait que l'humiliation, c'est le moteur le plus puissant de l'agressivité et particulièrement dans toutes les émeutes ou les mouvements sociaux qu'on peut voir, quand les gens se sentent humiliés, ils deviennent revanchards. Et enfin, on en revient à quelque chose qui pourtant a été une très longue conquête. Cette idée qu'au fond, c'est les sachants qui doivent voter, qui doivent savoir. On en revient à une forme de démocratie censitaire qui ne veut pas dire son nom. Il faut laisser Trump s'exprimer. Trump censuré, place au débat. Claire Lejeune.
Alors, je pense que je vais revenir sur quelque chose que j'avais dit dans les secondes qui m'étaient imparties sur le caractère performatif de la parole politique. C'est-à-dire que les tweets de Donald Trump n'étaient pas que de la parole. C'était une manifestation de sens qui, après, avait une traduction très réelle, en fait. Et je pense que, du coup, il pouvait y avoir une forte inquiétude autour des conséquences, en fait, de cette parole déchaînée sur Twitter de Donald Trump. Non, la vraie interrogation, c'est comment on a laissé ces plateformes se développer à tel point qu'elles sont en capacité de faire une censure sur une parole politique qui, mine de rien, était élue démocratiquement. Donc la vraie question, c'est le contrôle des GAFAM, au fond. C'est pas de tomber sur Twitter quand ils sont obligés, acculés au mur, de censurer un compte qui devient trop dangereux, qui risque d'avoir des effets de coups et de violence dans la réalité. Et on l'a vu, il y a eu des morts au Capitole quand même. Et donc, notre vraie interrogation, si on est inquiet sur l'état de nos démocraties, doit se porter là, sur le pouvoir trop grand et trop monopolistique des GAFAM aujourd'hui. Docteur Taureau, laisser Trump s'exprimer, Trump censurer? Je pense qu'on ne peut pas le bloquer. C'est vrai qu'il aurait fallu le bloquer avant. Là, le bloquer maintenant, c'est facile puisqu'il ne va plus être président dans quelques jours. D'accord ? Maintenant, si on laisse le pouvoir à des plateformes privées de décider qui doit parler ou pas parler, excusez-moi, ça devient très compliqué. Il y a une justice. D'ailleurs, on a une demande de destitution qui a été faite, donc c'est en marche. Mais en plus, vous allez le victimiser. Lui était dans une position, en fait, quelque part, on le sait très bien, il a quand même participé à tout ça depuis quelque temps, les tweets ne sont pas terribles. Donc, si vous voulez, quelqu'un qui aboutit à 5 décès, quand même, qui est là repoussé par la majorité des Américains, on le victimise en lui disant voilà, on lui a enlevé... Moi, je pense qu'il faut laisser parler les gens, mais contrôler les gars, c'est vachement très difficile et on ne pourra pas. Parce qu'aujourd'hui, ça sert aux citoyens à s'exprimer. C'est un moyen pour le citoyen à s'exprimer qui permet aussi d'aller voter, il faut le dire aussi, d'accord ? Donc pour moi, il faut bloquer personne, ou alors on le bloque par la justice. Donc, mais pas par... Si on bloque le premier des Américains, il faut bloquer tous les Américains qui dérapent à ce moment-là. Bah oui, parce que de toute façon, cette parole qui va véhiculer, bientôt, elle va s'effondrer, parce que voilà, mais on peut pas bloquer. C'est très difficile dans un pays de liberté comme les États-Unis et comme le nôtre de bloquer quelqu'un, voilà, sans jugement. Sinon, on va bloquer, quelqu'un va pas vous plaire, on va le bloquer parce qu'il y aura une plateforme, parce que vous aurez peut-être des intérêts. Donc on va pousser très très loin, c'est-à-dire l'intérêt va peut-être pousser quelqu'un à devenir président de la République. C'est pas possible. On peut pas choisir. C'est pas certains qui vont choisir qui doit parler. C'est pas possible. Même si cette personne est coupable, j'en suis au moins responsable de ce qui s'est passé il y a quelques jours. Mais même au-delà de la question qui est légitime pour bloquer la parole, l'idée fait son chemin ces derniers temps qu'il est légitime en soi de bloquer une parole quand elle heurte, qu'elle choque ou qu'elle inquiète. Et c'est ça qui va pas et qui va miner la démocratie de profondeur. Si la justice... Il y avait un consensus avant pour limiter les blocages de parole à des catégories qui étaient des groupuscules, on va dire les négationnistes, enfin voilà, des gens qui étaient vraiment des groupuscules. Et plus ça va, plus ça s'étend, y compris aux partisans de Trump et à Trump lui-même, avec cette fausse idée qu'en coupant la tête, on va couper le problème, ce qui est faux, et avec en fait ce refus de patience de la démocratie. Parce que, en fait, oui, c'est très pénible la démocratie. Il faut parler avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Vous avez l'impression qu'on coupe surtout à droite ? On coupe surtout la parole quand elle est à droite ou très à droite ? Je dirais plutôt que comme il y a une polarisation des deux camps, on retrouve ces phénomènes d'exclusion dans chaque camp, en fait. Parce que chacun s'est mis à s'approprier l'idée qu'il était légitime que l'autre arrête de parler. Et ça, c'est pas possible. Il faut retrouver le sens de la patience, du temps long. Oui, c'est casse-pied de devoir expliquer 12 fois la même chose à des gens qui pensent que les chaînes nous gouvernent. C'est-à-dire que... Non, mais je vais poser la question plus précise. Est-ce que Google, Facebook, Apple et autres sont démocrates et quand un républicain va trop loin, il lui coupe la chic? Je me suis posé la question. Il faudrait peut-être faire une étude sociologiquement beaucoup plus fine et rentrer dans la granularité, mais c'est des plaintes qu'on entend souvent. C'est la gauche bien pensante qui coupe la chic à Trump, le mal pensant, quoi. Mais on en revient à la question de la place des réseaux sociaux et du coup des GAFAM dans notre démocratie. Et je pense que c'est le moment. Sur des boîtes privées, il faut le rappeler. Oui, exactement, de droit privé. Donc, et c'est le moment de se les poser parce que ce que créent les réseaux sociaux également, et c'est renforcé par le fait qu'on a moins d'interactions sociales directes et de plus en plus par les réseaux, c'est des phénomènes de bulles. Et vous parliez de polarisation. Il y a ça qui se crée par bulles en fait. Et les supporters de Trump, c'est ça qui s'est créé. Même Trump lui-même était dans une
une bulle d'information qui s'auto-confirmait et où du coup on évolue dans des réalités un peu parallèles. Mais il faut les laisser s'exprimer. Non, il faut les laisser s'exprimer. Alors, la question parce que c'est ça. Mais surtout les uns avec les autres. Alors, je pense que si une parole va avoir un effet violent, immédiat et dangereux de manière dans la réalité. Il y a tellement de plateformes. Oui, mais vous pourrez pas ça, tous les jours une nouvelle qui arrive de plateforme. Vous pourrez pas mettre ça en place. Qui va contrôler? On voit bien que c'est très compliqué. Ça, vous pouvez pas en préjuger. Et en plus, on a tendance aussi ces derniers temps à prendre les mots au pied de la lettre. Et ça aussi, attention, parce que toute la parole politique, philosophique, intellectuelle, elle est aussi faite d'exagération, elle est faite de métaphores, elle est faite de comparaisons parfois inappropriées. Et il faut surtout pas prendre les mots au pied de la lettre, où c'est la mort de la pensée intellectuelle. Oui, mais Christophe Barbier, est-ce qu'il faut laisser Trump s'exprimer, Trump censurer? Au nom de quoi Twitter a supprimé son compte? Au nom du non-respect des CGU, les conditions générales d'utilisation. Bon, si c'est le cas, 20 fois ou 30 fois dans la durée de son mandat, Twitter aurait dû suspendre son compte. Donc on voit bien que c'est pas ça la vraie raison. C'est il est fini, laissons-le tomber, ne nous fâchons pas avec les puissants qui vont arriver. Comme le disait le docteur Taureau, le seul moyen de suspendre une liberté d'expression, de circulation, c'est la voie du droit. Donc de la démocratie. Il y a des moyens de dire il a violé la loi, donc on le suspend, on l'empêche, on l'emprisonne, enfin bref. Mais de quel droit une entreprise peut venir se mêler de cela au nom de conditions générales d'utilisation qui ne reposent pas sur le droit? En l'occurrence, c'est l'occasion pour poser 2 ou 3 problèmes fondamentaux. D'abord, celui de la régulation des réseaux sociaux. Il faut les réguler. Donc, il faut savoir qui est responsable de quoi. Est-ce que ce sont des diffuseurs, des tuyaux? C'est pas grave s'il y a des antisémites ou des nazis. Nous, on n'est que des tuyaux. Ou si ce sont des éditeurs, donc responsables du contenu. Là, ils se comportent comme des éditeurs et la plupart du temps, ils disent c'est pas nous. Est-ce qu'il y a des contenus qui sont choquants et qu'on doit supprimer? Je suis pas sûr que la droite ait été plus censurée que la gauche. Quand on enlève l'origine de Courbet, l'origine du monde de Courbet, ou un sein nu qui dépasse, c'est plutôt dans l'autre sens. Mais bon, posons le problème de la régulation. Posons le problème soulevé par Julie Graziani, fondamental, de la démocratie. Attention à ce qu'en effet les sachants ne disent pas au peuple circulez, il n'y a rien à voir, vous ne comprenez pas, vous n'êtes pas assez intelligent, taisez-vous et votez pour qui on vous dit. Si c'est ça, oui, on va vers un drame. Donc il faut au contraire laisser cette parole du bas, colérique, souvent erronée, parfois dangereuse, s'exprimer pour la combattre. Mais pas mettre un couvercle dessus parce qu'un jour le couvercle va nous sauter à la figure. Et là, que va faire Twitter? Il va créer une chaîne de télé, il va créer un réseau social à lui, et entre eux, ils vont faire prospérer cette pensée qui pour moi est une pensée dangereuse. Et puis enfin, essayons de rester, nous, Français, du côté de la liberté d'expression la plus totale, c'est-à-dire celle de Voltaire. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous puissiez le dire. Moment, si vous voulez, tout ce qu'on, c'est pas la peine d'aller jusqu'à écouter et à lire des choses qui sont abjectes. Donc là, c'est quand même de la responsabilité aussi de l'hébergeur, du diffuseur de tuyaux, de dire ça, j'arrête, dans ce cas-là, peux pas. C'est un éditeur, donc c'est un éditeur. Ah oui, ça devient un éditeur. Soumis au droit. Moi, il me semble que la meilleure solution, ça serait la levée de l'anonymat. Parce que là, chacun est libre, mais au moins... Ce que je dis, je l'assume et je suis prêt à en répondre devant la justice le cas échéant. Et je pense que ça couperait beaucoup d'ambitions insultantes ou injurieuses. Pour qu'il n'y ait pas de censure, il faut qu'on parle à visage découvert. Fin de l'anonymat, transformation des réseaux sociaux en éditeur, c'est-à-dire je suis responsable de ce qui s'y passe et donc je dois contrôler en amont ou corriger le plus vite possible. Alors attention, quand il y a eu la loi Avia en France, beaucoup de ces dispositions ont été cassées par le Conseil constitutionnel parce que la liberté d'expression, pour l'instant, va au-delà de ça. C'est pas simple, mais ce sont les bonnes directions. Mais je vous ai tous convaincu, là. Comment Attendez. Non. Alors, fin de l'anonymat, ça c'est obligatoire. Ça, c'est absolument. Maintenant, c'est vrai que le citoyen, sur ces réseaux, a la parole et peut s'exprimer. Vous savez que le citoyen a besoin de s'exprimer. Pas seulement dans les votes, mais aussi en parlant. Même s'ils vont. C'est le meilleur moyen de calmer quelque chose, c'est lui parler. Quelqu'un qui vous agresse, faut pas partir. Faut lui parler, échanger. Même s'il est un peu. Il dépasse, c'est pas grave. On va essayer de le convaincre s'il part. Et attention, que toutes ces plateformes ne deviennent pas des faiseurs de rois. Parce qu'ils vont décider eux-mêmes qui pourrait être le roi. C'est impossible, d'accord? Les citoyens s'expriment, la justice dira si oui ou pas, s'il y a une procédure, comme on peut faire aussi contre le compte Twitter de Trump, ça ne me pose aucun problème, mais ils le feront peut-être pas, mais ils l'ont déjà sorti. Mais en France, il faut plus d'anonymat pour justement faire de la justice. Si vous ne pouvez pas porter plainte contre X, moi j'ai un compte Facebook, quand il y en a un qui me dit des méchancetés, je lui réponds, et généralement ça se calme. Mais par contre, je sais qu'il me dit des méchancetés, d'accord? Et ça, c'est important de savoir, pouvoir identifier la personne qui va un peu trop loin.
La question était de savoir est-ce qu'il faut laisser Trump s'exprimer. C'était Trump censurer le postulat de Julie Graziani. On va voir si elle vous a convaincu ou pas. Et on voit qu'on a été un petit peu plus loin quand même que simplement le cas de Donald Trump. Claire Lejeune, convaincu ou pas? Non, je ne parlerai pas de censure parce qu'ici on a une parole politique qui avait des effets potentiellement très directement dangereux pour la démocratie. Par contre, je trouve que ça nous pose des questions fondamentales sur notre démocratie et ses rapports avec les réseaux sociaux et les GAFAM qu'il faut d'urgence se poser. Oui, convaincu, ni censure ni anonymat. Avoir le courage de dire ce qu'on pense et faire confiance au droit pour être protégé et pour protéger les autres, avec Voltaire en référence. Ouais, sachant qu'on voit ce qui se passe aux États-Unis, on voit ce qui se passe en France. Aux États-Unis, il y a le fameux premier amendement qui peut vous faire dire toutes les horreurs que vous voulez, vous êtes protégé. En France, c'est quand même différent niveau de la loi. Alors, Trump doit s'exprimer, Trump censuré, le docteur Taureau? Oui, il faut laisser Trump s'exprimer, il faut laisser tout le monde s'exprimer. Et quand ça va trop loin, on prend le nom de la personne et on porte une plainte contre lui. Et il va en justice, c'est clair. Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec nous ce soir. Demain, on se retrouve pour une nouvelle édition, entre guillemets, du 120% News et de Qui va vous convaincre à partir de 20h.